Heureux de vous retrouver sur Gabon 24, les titres du journal. Après la capitale économique du Gabon, le tour est revenu à la capitale politique et administrative d'abriter la cérémonie de pose de première pierre de la salle de cinéma et de spectacle Canal Olympia. L'événement était placé sous les auspices du chef du gouvernement. Au Kenya, des milliers de manifestants, de partisans ont manifesté suite au retrait du processus électoral de Raila Odinga, chef de file de l'opposition. L'incertitude politique demeure dans le pays. Et puis, en Espagne, le président séparatiste qui est sommé de confirmer s'il a bien déclaré l'indépendance, faute de quoi la Catalogne se verrait privée de son autonomie. Bonsoir à tous, encore une fois, bienvenue à cette édition d'information sur Gabon 24. La rentrée scolaire et son lot de transferts d'élèves d'un établissement à un autre sans motivation avérée. Autrefois condamnée par les professionnels de l'éducation, la pratique semble s'installer aujourd'hui comme une mesure sociale et acceptée par plusieurs chefs d'établissement. Le constat de Linda Gaël Maganga. En période de rentrée scolaire, il n'est pas rare de trouver devant des établissements scolaires des affiches qui émanent des élèves eux-mêmes ou des parents qui désirent faire une permutation hors du cadre autorisé par l'administration. On va dire que cette procédure de permutation, en fait, elle n'est pas juridique. Elle ne rentre pas dans le cadre des procédures légales de transfert. Mais bon, c'est quand même une procédure plus ou moins sociale. Alors, il se trouve que des élèves affectés à un établissement habitent très loin de leur établissement. Et en ce moment-là, on demande quelquefois l'amabilité, on demande quelquefois la disponibilité ou bien, on demande des services à un chef d'établissement pour le rapprochement de l'enfant. Les transferts scolaires sont des dispositions qui permettent aux élèves de changer de cadre d'apprentissage pour des raisons définies par une ordonnance et obéissent à une procédure clairement définie. Les transferts sont protégés par l'arrêté numéro 0044/MENCF du 25 6e mois 90. La première condition, on va dire, c'est le changement du lieu de résidence du parent, le père, la mère ou le tuteur légal. Il y a transfert lorsqu'il y a changement d'orientation dans les études. Les permutations de gré à gré, une mesure dite sociale, semblent cependant prendre d'autres proportions lorsque les agents de la dite administration le sollicitent. Mais les parents et les élèves approchés n'ont pas voulu s'exprimer sur ce mode de transfert. Dans le domaine de la forêt, un atelier sous-régional de sensibilisation et d'information des parlementaires sur l'importance de la mise en œuvre du processus accès et partage des avantages, APA, s'est ouvert ce mercredi à Libreville. Organisé par la Commission des forêts d'Afrique centrale, les séminaristes planchent sur les aspects fondamentaux de l'accès aux ressources génétiques. Chimène Sandra à Senghon. La gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo, une préoccupation majeure pour les parlementaires de la sous-région d'Afrique centrale, réunis actuellement à Libreville. Avec une superficie de plus de 200 millions d'hectares, cette diversité riche et unique de ces forêts est d'une importance pour ces États. Il me semble judicieux aujourd'hui, compte tenu de la pertinence du protocole de Nagoya dans le processus APA en Afrique centrale, d'attirer l'attention des parlementaires sur les enjeux de sa mise en œuvre dans nos États. Cette démarche, qui consiste non seulement à ratifier cet instrument juridique, mais également à le mettre en œuvre, a pour finalité l'amélioration des conditions de vie des populations et la croissance économique, qui sont aujourd'hui les principaux défis de nos États. À l'initiative de la Comifac, ces assises dont les travaux sont axés sur le protocole de Nagoya relatif à l'accès aux ressources génétiques apparaît aujourd'hui comme l'une des solutions durables. Les travaux de Libreville devraient être déterminants pour l'avenir de ces forêts. Nos échanges, je n'en doute pas, nous permettront de vulgariser cet instrument dont la portée économique et scientifique nous oblige à nous y acclimater et ce,
dans l'intérêt de la conservation et de la protection de notre biodiversité, source pour nos pays respectifs de richesses multiformes. La gestion de la riche biodiversité d'Afrique centrale, une affaire de tous. À ce jour, 7 pays de la sous-région ont ratifié le protocole de Nagoya pour une protection encore plus durable de ces forêts qui constituent le deuxième bassin forestier du monde après l'Amazonie. La première pierre symbolique de la nouvelle salle de cinéma et de spectacle Canal Olympia de Libreville a été posée ce mercredi sur le site du boulevard Bessieux. C'est dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Le Premier ministre Emmanuel Issozengondé et le ministre d'État, ministre de la Culture, des Arts et Traditions, Alain-Claude Billié-Binzé, ont officié la cérémonie en présence de nombreux invités. Cette information sera développée dans nos prochaines éditions. Cependant, je vous invite tout de même à suivre un extrait de l'allocution du ministre d'État, ministre de la Culture, des Arts et Traditions, ainsi que son hôte de Canal Olympia. Pour la signature de la convention entre la mairie de Libreville et le groupe Vivendi, avec le soutien du gouvernement de la République gabonaise, en vue de la construction de la salle de spectacle et de cinéma Canal Olympia, suivi de la pose de la première pierre. Cette future réalisation vient combler une absence que vient de souligner fort pertinemment Madame le maire de Libreville en matière d'infrastructure, de spectacle au niveau de la capitale de notre pays. Il accompagnera le développement de l'offre culturelle par la mise à disposition d'un outil au cœur de Libreville, où les talents créatifs gabonais pourront se produire et exposer leurs créations devant un public, où la jeunesse et plus largement la population de Libreville pourront passer un bon moment en famille ou entre amis. C'est un édifice qui viendra soutenir le développement de l'écosystème culturel au Gabon, pays phare d'Afrique centrale. Le message du secrétaire général du Parti démocratique gabonais fait actuellement la une au 1er arrondissement de Port-Gentil du fait de son appel à plus de proximité entre le secrétariat exécutif et la base militante du parti au pouvoir dans cette ville. Pascal Ouagny-Ambouroué, membre du bureau politique PDG, se faisait porteur de ces messages. Le compte-rendu d'Igor Onanga. Au 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil, le discours se veut rassembleur dans les rangs du Parti démocratique gabonais. Impulsé par le membre du bureau politique PDG, Pascal Ouagny-Ambouroué, la rencontre entre ce dernier et sa base militante avait pour contexte la lecture du message du secrétaire général Éric Dodo Bungenza. Je leur ai signifié la nécessité de pouvoir ramener les troupes d'une part à la maison, mais surtout leur véhiculer le message du secrétaire général à travers la lecture de sa lettre aux militants, mais aussi à travers le commentaire qui peut y être associé. Le contenu et le souhait du secrétariat exécutif PDG tournent autour de l'instauration d'un réel climat d'échange et de participation. Les prochains conseils provinciaux et le congrès à venir ont également été au centre des échanges. Nous bouclons le volet de l'actualité consacré au Gabon avec ce communiqué émanant du secrétariat du Conseil des ministres. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra le jeudi 12 octobre 2017 à 11 h dans la salle habituelle du Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Hors de nos frontières, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté ce mercredi au Kenya suite au retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Une situation qui enfonce le pays dans une incertitude politique. Chimène Sandra Assengon.
Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté mercredi au Kenya, alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre. C'est le droit de Raila de se retirer de la course et il a bien fait. S'il croit que ça a été truqué et que Uhuru est sûr de le battre, j'aimerais qu'il mette en place les réformes et qu'il remplace les fonctionnaires de la commission électorale. Et si Uhuru a gagné, il gagnera encore lors des prochaines élections. La controversée commission électorale IEBC a promis d'annoncer d'ici peu la marche à suivre après ce nouveau coup de théâtre aux implications incertaines dans la saga électorale kenyane. Mais son interprétation des lois et de la jurisprudence risque fort de faire l'objet de critiques acerbes de l'opposition ou du parti au pouvoir dans un contexte politique de plus en plus polarisé. On ne peut pas accepter d'aller aux urnes si elles sont gérées par des gens qui ont gâché l'élection qui a été annulée et puis revenir avec la même équipe intacte. C'est comme accepter le même voleur, ce n'est pas possible. La tenue d'un scrutin est des plus incertaines depuis l'annonce de l'opposition kenyane de se retirer de la course à la présidentielle. Si un arrêt de la Cour suprême de 2013 indique qu'une nouvelle élection devrait être organisée si l'un des deux candidats en liste se retire avant le déroulement du scrutin, l'expiration des pouvoirs exécutifs du président actuel prévue pour le 1er novembre prochain risque de compliquer les choses dans la mesure où subsiste un vide juridique dans un tel cas. Aucune disposition de la législation kenyane ne prévoit la démarche à suivre si un nouveau président n'est élu avant l'expiration des pouvoirs du précédent. Et au moment justement où le pays est plongé dans cette crise électorale, les entreprises qui redoutent l'impact d'éventuelles violences sur leurs activités ont adopté une attitude quelque peu attentiste. Svetlana Maganga. Le Kenya semblait en passe de retrouver une activité normale une fois Uhuru Kenyatta proclamé vainqueur le 11 août après un ralentissement économique attendu de quelques semaines en raison des élections du 8 août. Mais l'invalidation du scrutin par la Cour suprême, une première en Afrique, a replongé le pays dans l'incertitude. Déjà durement touchée par une sécheresse au premier semestre, l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Est, première exportatrice de thé au monde, est désormais frappée en plein fouet par une crise politique qui voit se multiplier les invectives entre pouvoir et opposition, ainsi que des manifestations réprimées par la police. Les effets sur l'économie sont qu'en ce moment, on ne fait pas d'argent. Les gens ont peur en quelque sorte. Comment cela va se terminer? La transition sera-t-elle facile ou pas? C'est pour ça que le business est bas en ce moment. Les élections ont toujours tendance à étouffer l'économie au Kenya, mais la crise prolongée cette année, avec de nombreuses semaines de contestations judiciaires et de manifestations, a particulièrement touché les petites entreprises. C'est vrai que le business a complètement chuté et la raison de cette chute est la politique. Le Kenya entier, les gens ont des problèmes à cause de la politique. Les conflits entre l'opposition et le gouvernement sont en train de ralentir l'économie. Après 4 années de croissance à plus de 5% portée par les investissements publics, la hausse du PIB devrait passer sous les 5% en 2017, selon les estimations revues à la baisse de cette dernière semaine par les analystes. Face à l'épidémie de peste qui a causé 48 morts à Madagascar, le président malgache a rassuré ses compatriotes. Ce dernier a estimé que les autorités disposaient de moyens nécessaires pour gagner la guerre contre la maladie. Svetlana Maganga pour les détails. Le président malgache Heri Mampianina a appelé mardi sa population au calme face à l'épidémie de peste qui a causé 48 morts dans le pays. La peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement de septembre à avril. On est dans une guerre, hein, c'est comme dans une guerre. Et aujourd'hui, je crois qu'on a les armes et les munitions pour combattre cette épidémie. Il faut dire aux gens qu'il ne faut pas paniquer. Parce que la panique, la peur, c'est ça qui crée aussi du désordre dans les actions que nous sommes en train de mener.
Les autorités ont suspendu les cours dans plusieurs universités et écoles du pays afin de procéder aux opérations de désinfection. Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé montre 449 cas de peste qui ont été confirmés sur le territoire de la Grande Île et 48 personnes en sont mortes. Nous ne pouvons pas dire de façon claire que nous avons interrompu la chaîne de transmission. Ce que nous pouvons dire, c'est que les éléments de la réponse sont là, en termes de surveillance, suivi des contacts, en termes de prise en charge des malades, en termes d'acheminement des médicaments. Aujourd'hui, toutes les structures de santé qui vont recevoir des malades seront dotées de médicaments. Je voudrais rappeler que ces médicaments sont gratuits. Et j'insiste très fort, ils sont gratuits, ils sont à la disposition des populations. La bactérie de la peste, qui se développe chez les rats, est véhiculée par les puces. Chez l'homme, la forme pulmonaire de la maladie peut être fatale en seulement 24 à 72 heures. La forme bubonique est la moins dangereuse. La plupart des cas recensés à Madagascar sont des cas de peste pulmonaire. En France, Emmanuel Macron a dévoilé ce mercredi à Rungis les premières mesures issues des discussions des États généraux de l'alimentation visant à redonner un peu d'oxygène aux agriculteurs en difficulté et à mieux organiser leur filière. Chimène Sandra Assengon. L'ambition du président est de trouver les moyens de mettre un terme à la paupérisation de la profession agricole tout en répondant à la forte nécessité de transformation du secteur pour répondre aux attentes sociétales et environnementales des Français. Ce mercredi à Rungis, Emmanuel Macron a dévoilé les premières mesures issues des discussions des États généraux de l'alimentation. Je suis donc favorable à ce que la loi qui aura apporté ces dispositions et qui sera présentée au Parlement au premier semestre 2018 et votée au premier semestre 2018, porte cette réforme. Mais je ne souhaite pas que cette réforme puisse nous laisser collectivement continuer comme on a toujours fait. Concrètement, Macron propose que les prix payés aux agriculteurs soient fixés à partir de leur coût de revient sur lequel transformateurs et distributeurs appliquent ensuite leurs marges, et non le contraire comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis favorable au relèvement du seuil de revente à perte économique pour les produits alimentaires et à l'encadrement des promotions, mais afin que, d'abord, le juste revenu aux producteurs soit garanti et qu'une qualité supérieure des produits pour les consommateurs puisse être aussi l'objectif collectivement recherché. Macron a aussi souhaité des organisations de producteurs la mise en place d'indicateurs de marché sur les coûts de production et des contrats type par filière pour que tous les agriculteurs aient accès facilement à ces informations. C'est toujours le statu quo entre le gouvernement espagnol et les militants indépendantistes de la Catalogne. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a menacé ce mercredi de suspendre l'autonomie de la Catalogne, sommant le président séparatiste de confirmer s'il avait bien déclaré l'indépendance de la région. Linda Gaël Maganga. Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol, menace de suspendre l'autonomie de la Catalogne, ce, après avoir demandé au président catalan de clarifier si l'indépendance de la Catalogne avait été déclarée. Le Conseil des ministres s'est mis d'accord ce matin pour demander formellement au gouvernement de la Généralitat de confirmer s'il a déclaré l'indépendance de la Catalogne malgré la confusion délibérée créée par son entrée en vigueur. Selon le Premier ministre, la Catalogne se doit de respecter ses engagements afin de permettre au gouvernement espagnol d'éviter la confusion et rassurer le peuple espagnol. Cette exigence précède toute mesure que le gouvernement peut adopter en vertu de l'article 155 de notre Constitution. Il vise à fournir aux citoyens la clarté et la sécurité que requiert une question aussi importante. La réponse du président de la Généralitat à cette exigence déterminera les événements futurs dans les prochains jours. Si Puigdemont démontre sa volonté de respecter la légalité et de rétablir la normalité institutionnelle, une période d'instabilité, de tension et d'échec à vivre ensemble prendrait fin.
C'est ce que tout le monde veut et attend. Le gouvernement prévoit de déclencher l'article 155 de la Constitution espagnole, une disposition non touchée depuis 1934 et qui pourrait, si elle est mise en application, être considérée comme un affront et entraîner des tensions. La Turquie est un pays majoritairement musulman et la plupart des Turcs ne consomment pas d'alcool, considéré comme haram, interdit par l'islam. Le pays possède cependant une longue tradition viticole du fait d'un climat idéal pour la viticulture. Reportage. Il y a comme un air de vignoble français. Pourtant, nous sommes dans le nord-ouest de la Turquie, sur la presqu'île historique de Gallipoli. Sécateur à la main, un groupe de femmes s'active, c'est la saison des vendanges. Les vignes ont fleuri, nous avons coupé les feuilles, puis les raisins sont arrivés et maintenant nous les ramassons. Tout ça, c'est notre travail. Originaires des villages de la région, ces travailleurs viticoles avouent parfois devoir subir les reproches. Certains imams nous disent que c'est interdit par la religion de gagner de l'argent grâce au vin. Ils le disent à nos proches aussi. Mais c'est notre gagne-pain, on n'a pas le choix, on doit travailler ici. Tout sourire au milieu des employés, Mark Sims s'occupe de ce vignoble. Cet Australien, installé en Turquie depuis plusieurs années, est un amoureux de ces cépages. Il préfère balayer les polémiques. Oui, c'est vrai, c'est un alcool, mais nous parlons de raisin, un produit 100% naturel. Il est fermenté pour produire de l'alcool, mais considéré comme un produit alimentaire. En Turquie, pays à majorité musulmane, les restrictions sur l'alcool se multiplient. Avec une TVA à 18%, majorée d'une taxe spéciale à la consommation, la Turquie est l'un des pays où l'alcool est le plus taxé au monde. Avec également des horaires et lieux de vente limités et surtout une interdiction totale de la promotion des boissons alcoolisées. C'est un coup dur pour le secteur viticole. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, c'est un produit naturel. Pour nous, c'est un problème de ne pas pouvoir en parler. Mais ça ne sera pas toujours comme ça, les choses vont changer. Le plus important, c'est ce que nous possédons, la terre et le climat. Selon l'Organisation du vin et de la vigne, avec ses 480 000 hectares, la Turquie se classe 5e pays au monde en surface viticole. Mais pour l'instant, la grande majorité de la production reste cantonnée aux raisins de table. En sport, l'Argentine de Lionel Messi qui vient d'obtenir son ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Menée dès la première minute par de valeureux Équatoriens, l'Argentine a renversé la vapeur par le génie d'un Lionel Messi qui a su inscrire les 3 buts cruciaux qui qualifient l'Albiceleste pour ce mondial. Abdul Aziz Maïga. La soirée semblait pourtant virer au cauchemar ce mardi soir dès la première minute pour la sélection de Jorge Sampaoli. Obligé d'obtenir un résultat positif pour valider son billet, l'Argentine a été menée au score après seulement 40 secondes de jeu. Romario Ibarra profite de l'inattention de la défense argentine pour ouvrir le score. Mais celle-ci n'aura duré que 11 minutes. 11 minutes avant le festival Messi. À la 12e minute, à l'issue d'un 1-2 avec le Parisien Ángel Di María, le capitaine argentin fusillait du gauche le gardien équatorien avant de lever un point rageur. Survolté, la puce Messi double la mise à la 20e minute. 1-2, score à la pause. De retour des vestiaires, l'Albiceleste pouvait compter sur un Lionel Messi en état de grâce. À la 63e minute, sur une relance d'Otamendi, le petit Argentin s'empare du ballon 35 mètres, accélère et décoche un tir à la limite de la surface qui lobait le gardien équatorien, imparable dans la lucarne gauche. Avec ce triplé, le génie du football contemporain a inscrit ses 59e, 60e et 61e buts avec le maillot de la sélection en 122 rencontres internationales. Alors que l'ombre d'un mondial sans Messi planait sur la planète football, le numéro 10 argentin a rappelé qu'il faudrait compter sur lui en Russie où il espère enfin remporter un titre avec l'Argentine 4 ans après la finale perdue en 2014 contre l'Allemagne. Le rappel des titres de cette édition d'information.
Au Gabon, après la capitale économique, le tour est revenu à la capitale politique et administrative d'abriter la cérémonie de pose de première pierre de la salle de cinéma et de spectacle Canal Olympia. L'événement était placé sous les auspices du chef du gouvernement. Au Kenya, manifestation de milliers de partisans suite au retrait du processus électoral de Raila Odinga, chef de file de l'opposition. L'incertitude politique demeure dans le pays. Et puis en Espagne, le président séparatiste sommé de confirmer s'il a bien déclaré l'indépendance, faute de quoi la Catalogne se verrait privée de son autonomie. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Gabon 24, l'information se poursuit.